Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Xavier Deburen est avec nous ce soir, directeur des investissements chez OTA Capital. Bonsoir Xavier. Bonsoir Grégoire. Alain Pitous nous accompagne également. Bonsoir Alain. Bonsoir. Vous êtes senior advisor ESG et Gilles Guibou à nos côtés également ce soir. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes responsable action européenne d'AXA IM. J'ai posé la question, j'ai pas encore de réponse ferme et définitive, mais oui, je pense que de mémoire de gérants vivants et même de gérants ayant connu la création du CAC 1987, je me sens vers Alain Pitous. Non mais je ne crois pas qu'en une séance, une valeur du CAC 40, on a déjà vu des baisses de 60% sur le marché parisien, mais là on parle d'une valeur au sein de l'indice CAC 40. On a vu jusqu'à moins 59,69% de baisse sur le titre Worldline aujourd'hui. Donc il y a évidemment plusieurs sujets. Il y a la question de la violence du mouvement. Et puis, comme je le disais en présentation, qu'est-ce qui se passe entre la bourse et le secteur des paiements? Puisque, avant même Worldline, c'est Adyen qui s'effondre au cours du mois d'août, je crois. Nexi en Italie doit être au plus bas historique, au point qu'on parle de fonds d'investissement et de private equity qui s'intéresseraient au dossier. Et je ne remonte même pas à l'évaporation totale de Wirecard en Allemagne il y a quelques années. Alors, Gilles, sur Worldline peut-être déjà aujourd'hui. Sur la baisse la plus forte du CAC 40, il y a quelques jours, Alstom avait failli ravir le trophée. Non, mettait déjà la barre assez haute, oui, effectivement. Elle avait failli ravir le trophée à Alcatel. Ah, il y a eu Alcatel. Il y a eu Alcatel, ça devait être en 2000 ou en 2002, qui avait fait à moins 38%. Donc, d'accord. Depuis Alstom, c'était donc moins 40 il y a 10 jours, 15 jours. On était moins 37. Voilà. Juste après, on a eu Euroapi, alors qui n'est pas dans le CAC 40, qui est l'entité qui avait été séparée de Sanofi, qui nous avait fait un moins 56, moins 57. Bon, là, le trophée est repris aujourd'hui par Worldline. Bon, trêve de plaisanterie, si on peut plaisanter là-dessus. En réalité, je pense qu'avec Worldline, on combine plusieurs éléments qui traduisent sans doute un niveau de lassitude, de nervosité des investisseurs sur un secteur qui en réalité ne marche pas depuis plus de 2 ans. Si on regarde le secteur des paiements, il a commencé à sous-performer à l'été 2021. Après une première lettre de résultats, ça devait être Visa et Mastercard. Et je m'étais amusé à regarder les graphes. Et c'est à partir de cette baisse de Visa Mastercard, juillet 2021, qu'en fait ces titres-là ont abandonné leur plus haut et ont baissé constamment. Alors, à un moment donné, on pensait qu'ils étaient en danger parce qu'il y avait effectivement Adyen qui allait devenir l'unique moyen de paiement de manière un peu irrationnelle. Bon, Adyen a été rappelé par la patrouille parce qu'effectivement, même eux, à un moment donné, quand ils veulent croître en dehors du online, ils sont obligés de mettre des coûts. Et donc, ça met un peu de pression sur les marges. Et en plus de ça, on s'est aperçu que, bien que leur plateforme soit unique et très récente, en fait, ils sont quand même obligés d'investir très fortement. Et donc, finalement... En tech. Pour se maintenir. Donc, voilà. Et donc, en fait... Et quand vous dites des coûts, dès qu'on va chez les commerçants, il faut des commerciaux, des représentants, des sales qui vont sur le terrain, quoi. Et donc, en fait, ils ont fait l'avertissement du mois d'août, c'était un investissement sur les marges, parce qu'en fait, ils dépensent plus que prévu. Donc, il y a de la croissance. La transition du cash vers le digital, elle continue à s'opérer, mais on s'aperçoit qu'elle n'est pas... C'est une croissance qui peut avoir un coût. Première chose. Dans le cas de Worldline, on combine une surprise, puisque, encore une fois, il y a encore quelques semaines, il y a eu ce qu'on appelle les pré-close calls, donc l'entreprise s'entretenait avec les analystes pour faire un peu l'état, et ils n'avaient absolument pas alerté sur le fait qu'il y a un ralentissement possible de l'activité. Or, ce matin, qu'est-ce que dit l'entreprise? Ils disent il y a un ralentissement en Allemagne. Alors ça, on avait commencé à l'entendre. Merci Worldline. Non, mais je veux dire... On avait commencé à entendre qu'effectivement, en Allemagne, le comportement des particuliers, c'était de dire, pour faire attention à leurs dépenses, ils préféraient payer en cash plutôt. Oui, fait des petites enveloppes de cash pour chaque jour. Ça explique une partie. Enfin, c'est pas juste en Allemagne, c'est des comportements qu'on décrit partout en Europe aujourd'hui. La vraie surprise, c'est que, visiblement, ils mettent en avant un durcissement de la réglementation allemande, de la BaFin, notamment sur les acteurs du digital, donc sur tout ce qui est paiement online. Alors c'est sans doute suite à des réminiscences de ce qui était passé avec l'affaire Wirecard, qui fait qu'en fait l'entreprise, si elle n'est pas en mesure de fournir ce qu'on appelle un KYC, un Know Your Client, en réalité l'entreprise a mis un terme à un certain nombre de relations digitales, et ça a entraîné une révision à la baisse
donc du nombre de clients, du chiffre d'affaires, et ce qui va avoir des répercussions sur y compris sur 2024. Parce qu'à la fin, Worldline, ça affiche quand même une croissance de 6 à 8%, une marge qui reste quand même assez importante. Donc simplement, le marché n'apprécie pas la surprise, la mauvaise communication, parce qu'elle n'a pas été du tout télégraphiée, et découvre tout d'un coup qu'il y a un changement de réglementation, et qui explique pourquoi, en fait, tout le secteur est pris dans la masse, parce qu'en fait, effectivement, si cette réglementation, qui est pour l'instant allemande, mais est-ce qu'elle va être amenée à se généraliser, donc est-ce que finalement, on pourra avoir des impacts au-delà du simple marché allemand? Quelque chose d'un peu plus structurel. Ils disent dans leur communiqué, ils ont coupé, je crois, jusqu'à 130 millions d'euros de contrats avec des commerçants online qui ne respectent pas le niveau d'exigence que Worldline doit aujourd'hui alors, du coup, quand on coupe du chiffre d'affaires sur ce type de sociétés qui sont en fait une structure de coût fixe sur laquelle on vient faire ce qu'on appelle de vie opérationnelle, quand vous enlevez du chiffre d'affaires, en réalité, le montant de chiffre d'affaires que vous enlevez, c'est le montant à peu près équivalent que vous enlevez à la rentabilité. Donc en réalité, on attendait pour l'année 750 millions de free cash flow, de cash flow disponible. Ça va tomber déjà à 500. Là-dessus, ils ajoutent 250 millions de restructuration. C'est-à-dire que là où on attendait 750 millions de cash flow disponible, on va tomber à 250. Donc le marché, de ce point de vue-là, est assez efficient. Ce matin, le titre se payait 7 milliards, donc à peu près 10% de ce qu'on appelle le free cash flow yield. Ce soir, il se paye 10% de free cash flow yield parce que la CAPI est de 2 milliards. Donc le marché, d'une certaine manière... c'est mathématique. Parce que, en ne regardant que cette mesure, c'est sans doute un peu réducteur. C'est sans doute très largement réducteur. Oui, mais vous l'avez dit, c'est un événement qui vient après déjà des mois et peut-être même des années de fatigue, de lassitude et de non-performance boursière pour ce secteur. Et donc aujourd'hui, ce qu'on voit dans le même temps, c'est qu'en face de ça, en miroir, on a un Dassault qui rassure sur ses perspectives. Et on voit bien qu'aujourd'hui, dans un marché incertain, il y a une volonté, une prime, en tout cas de s'abriter sur des dossiers qui semblent bien plus visibles. Et l'incertitude, elle se paye cash. On l'a vu sur Alstom, on l'a vu sur EuroAPI, on l'a vu ponctuellement sur TechTip la semaine dernière, et on l'a vu sur Lonza plus récemment aussi en Europe. Vos commentaires sur Worldline et le secteur des paiements, effectivement, Adyen, c'était il y a 2 mois. Adyen, valeur néerlandaise, donc vous le rappeliez, Gilles, à un moment on pensait que tous les paiements du monde ou d'Europe passeraient par Adyen. Ça a valu jusqu'à 100 milliards en bourse, Adyen. Ça vaut plus que 20. Et comme Worldline, ça a été divisé par 8 depuis juin 2021. Nexis a été divisé par 4. Et je pense que c'est globalement plutôt un de-rating sectoriel. Pourquoi ? Parce que l'equity story, en gros, ou l'histoire boursière de ce secteur, c'était de vendre un secteur défensif, avec de la croissance visible, avec de la consolidation, assez protégée, parce qu'effectivement, il y avait une pénétration à mener sur la pénétration du paiement digital par rapport au paiement en espèces. Et on avait une croissance qui était régulière ou qui se situait entre, on va dire, 7-8%. Le constat, c'est que depuis quelques semestres, on arrive de façon assez poussive à tenir à peu près ces niveaux de croissance, mais on a un moteur qui commence un peu à caler du côté de la croissance. On a un marché où finalement il n'y a plus de consolidation, qui a beaucoup aidé tous ces acteurs à grossir et à maintenir des niveaux de croissance élevés. Et puis sur un secteur où il y avait soi-disant des barrières à l'entrée qui étaient défensifs, on a vu, vous l'avez évoqué, des nouveaux entrants, Adyen, digitaux, ou même des plus petits qui sont venus prendre des parts de marché finalement sur ces business qui étaient présentés comme des monopoles régionaux. Et donc, on est arrivé finalement, et ce que dit aujourd'hui Worldline, c'est que finalement la croissance régulière de 7-8%, elle va plutôt être aux alentours de 2-3% pour plusieurs trimestres à venir, que la croissance régulière des marges, qui avait été plutôt évoquée aux alentours de 30% pour 2024, elle va plutôt décroître et atteindre le niveau de 25%. Donc finalement, on a eu, avec ces nombreuses introductions en bourse, le spin-off de Worldline, l'introduction en bourse de Nexi. Oui, spin-off d'Atos, faut se souvenir, Worldline. Voilà, exactement. Et ça avait été plutôt assez bien marketé, parce que les fondamentaux présentés comme ça du secteur étaient plutôt bons. Sauf qu'on constate que finalement, c'est une remise en cause totale.
des bons fondamentaux auxquels croyait la bourse et ne croit plus depuis quelques instants, et là c'est la sanction. Donc la question c'est de savoir où doit tomber les niveaux de valorisation du secteur. Je le dis autrement, Xavier. Et je me souviens très bien du spin-off de Worldline, effectivement, et c'était très enthousiasmant. Et déjà à l'époque, le marché, enfin, à l'époque en tout cas, le marché préférait Worldline à Atos. Aujourd'hui, les deux sont au fond du trou. Non, mais on a acheté l'histoire de FinTech, et dans FinTech, il y a Tech, et on se retrouve avec des boîtes de commodités en matière de paiement. C'est ce que le marché vous dit aujourd'hui. Effectivement, que la valeur ajoutée, finalement, qui avait été vendue sur la consolidation, sur le fait de tout regrouper, sur des plateformes digitales qui sont innovantes, qui sont à niveau, etc., on constate que la valeur ajoutée, elle est plus là, et qu'on est là pour traiter des flux d'argent, mais qu'il y a des solutions qui arrivent à côté et qu'on n'arrive plus à délivrer cette croissance visible qui était annoncée. Ouais. Alain, vos commentaires, et je veux bien qu'on dise un mot encore du risque cyber, parce que c'est en tête du communiqué de Worldline, au-delà de la croissance qui décélère en Allemagne. La montée généralisée de la cybercriminalité et des comportements frauduleux nous conduit à couper donc des contrats avec des commerçants en ligne aujourd'hui qui ne respectent pas les exigences en termes de risque auxquelles nous sommes soumis, nous, entreprises de paiement. J'ai l'impression que c'est un risque qui est peut-être mal apprécié à la fois par les marchés et par les entreprises, y compris de ce secteur-là. Oui, alors l'explosion du risque cyber, elle est matérielle. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit de plus en plus du coût que ça génère. Et alors au début, ça s'attaquait pas mal à des institutions, enfin des administrations. Il y a eu pas mal d'administrations qui ont été attaquées. Et puis après, les grandes entreprises... Bien sûr, les hôpitaux, etc. On se souvient, bien sûr. Les grandes entreprises aussi sont très souvent attaquées. Et puis là, il y a une explosion. Je crois que c'est sur les PME en Allemagne, c'est 160% de progression en quelques mois du nombre d'attaques. Alors c'est des ransomware, c'est tout ce qu'on veut autour de la cybercriminalité au sens large du terme. Et ce risque n'était pas du tout dans les discussions et dans les discours des chefs d'entreprise, et n'est pas non plus dans les provisions et dans les investissements à faire, qui sont des investissements, passez-moi l'expression, à la con. C'est-à-dire que c'est des trucs qui ne sont pas productifs. Donc c'est le dernier truc qu'on a envie de faire, mais... à la con, mais colossaux quand même. C'est ça. Non, mais néanmoins colossaux. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous êtes fabricant de pneus et qu'on vous dit... C'est la résilience. D'aller mettre... C'est ça, exactement. Et donc on est dans cette problématique-là. Après, moi j'entends ce qui est dit sur les commentaires sur Worldline et sur le marché des paiements. C'est-à-dire qu'on était sur un secteur qui était dans la catégorie croissance, et puis gentiment on se retrouve dans quelque chose qui va être value pendant un paquet de temps. Donc forcément ça change quand même pas mal le prix en bourse. Après, ce que je trouve intéressant sur ce qui se passe sur ce segment-là et au sein de ce segment-là, c'est la discrimination qu'est capable de faire le marché. C'est-à-dire qu'en fait, ça discrimine quand même énormément. Il y a une graduation entre tous ces acteurs qui est extrêmement violente. Alors c'est d'autant plus violent qu'en ce moment, on arrive quand même à une période de l'année où on n'a pas envie de se trimballer dans les rapports de gestion avec des boîtes qui ont fait de la sous-performance. Donc ça nettoie tout de suite. Et avant, on mettait... c'est aussi ce qu'on évoquait avec le CAC 40. Alors, j'y étais, le CAC 40 à 1000, jeune homme. Donc, au démarrage, le CAC était à 1000. Le CAC 40, ça n'a jamais marché ce truc. Et bon, des boîtes qui ont perdu 80%, il y en a quand même eu un paquet, mais c'est rarement une journée. Oui. Là, c'est quand même un truc. D'où l'événement. Moi, je me rappelle, j'ai quand même souvent en tête des 20% dans les périodes bien une sûr, journée à 9% de bien baisse, sûr. Mais les banques, etc. On a vu déjà ça. Mais 60%, ça nous place quand même à plusieurs sigmas d'écart de ce qu'on a vu. La raison aussi pour laquelle il y a ça, c'est que aujourd'hui, personne ne s'amuse à aller mettre... le marché, il n'y a pas de volume du tout. Grosso modo, une journée normale, une période normale sur l'Eurostoxx, on a 4 millions de contrats ouverts, on n'est plus qu'à 3 millions. Tout ça, ça se retrouve dans cette volatilité. Alors après, c'est ça qui était intéressant, je trouve, dans la période qu'on a connue jusqu'à la période de baisse récente. C'est tout le monde, quand vous écoutez les gérants, ils disent tous qu'il y a de la volatilité. Et en réalité, il n'y en avait pas de la volatilité matérielle. On était sur des niveaux de volatilité 14-15, alors que normalement, dans les périodes de tension, on est plutôt à 20. Mais pourquoi on avait cette impression-là ? C'est qu'on avait des volatilités sur les titres, des cartons sur les titres qui étaient dignes de ce qui se passe quand il y a 42 vols. Et c'est ça, c'est très perturbant pour les on le voit d'ailleurs, le CAC progresse là ce soir. Alors évidemment, Worldline, ça pèse rien, c'est 0,15% du CAC. Non, mais c'est 0,15% du CAC. Mais c'est vrai que quand on voit ça au sein d'un indice majeur,
on voit que derrière, des Dassault Systèmes, d'autres boîtes, tranquillement maintiennent le CAC en positif sur la séance. Ça génère un bruit autour de la volatilité qui est important. Alors après, il y a aussi un autre élément qui est la période actuelle. C'est qu'on l'a vu depuis 15 jours, 3 semaines. C'est quand vous annoncez des résultats qui sont en ligne, c'est -5. Il ne faut pas décevoir en ce moment. Il faut vraiment un discours et des réalités de chiffres très positifs pour que le titre monte. Et on le voit d'ailleurs aujourd'hui sur Alphabet, qui perd 10%. C'est quand même colossal sur une boîte comme ça. Oui, c'est une autre paire de manches que Worldline, Alphabet. Oui, c'est ça. En euros, sonnant et trébuchant, c'est autre chose. Et ça aussi. Pourquoi des mouvements aussi violents comme ça sur des titres? Alors vous dites, ça va de Worldline qui pèse 2 milliards à Alphabet qui en pèse plusieurs centaines. Oui. Alors, pourquoi des mouvements aussi violents? Je crois que en termes de... Alors, après, en termes de construction de portefeuille, dans beaucoup de maisons aujourd'hui, et je le vois avec tous les gens avec qui je discute, tous les gérants avec qui je discute, mettent en place des systèmes de maîtrise de volatilité, maîtrise de risque sur la construction de leur portefeuille. Et ça coupe, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des coupes-circuits. On se dit, et je pense que sur Worldline, on n'attend plus, quoi. C'est très on coupe tout de suite. Oui, c'est ça. Et alors, on a eu aussi cette discussion pour des alertes ESG, c'est-à-dire que sur les controverses. Moi, j'ai beaucoup discuté sur les controverses, et effectivement, la première réaction des gérants aujourd'hui, c'est la controverse. Je cherche même pas à comprendre qui a raison, qui a tort. C'est je coupe minimum 50% de la position. C'est ça, parce qu'en fait, le calcul, il a été fait. C'est de la Générale qui avait fait ça il y a 2-3 ans, en disant le titre est parti pour 2 ans de sous-performance. Et en fait, quand il y a un profit warning, c'est grosso modo la même chose. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec une contre-performance annoncée de 2 ans, autant la liquider, c'est pas la peine de rester sur le titre. Donc voilà, c'est des méthodes de gestion classiques maintenant, en fait. Je veux bien qu'on revienne quand même juste sur le paiement, mais on parlera de la violence des réactions. Mais il y a eu cette rumeur d'intérêt de CVC, fonds de private equity, sur Nexi en Italie. Typiquement, c'est des sociétés qui vont pouvoir intéresser... Alors, qu'elles n'intéressent plus la bourse, ça je peux le comprendre. Mais est-ce que c'est des boîtes qui vont intéresser d'autres types d'acteurs dans le monde de l'investissement? Alors, j'ai plus le nom en tête, il m'échappe à l'instant, mais la dernière transaction date d'il y a quelques mois, et ça s'est fait sur des multiples de valorisation qui étaient de l'ordre de 12 fois. Dans le secteur des paiements. Dans le secteur des paiements. Et donc, c'est des multiples qui sont aujourd'hui 3 fois ceux qu'on observe sur les boîtes cotées, là. D'accord. Donc, oui. Est-ce que ça a du sens? Oui, très certainement, parce que, encore une fois, c'est une plateforme de paiement. Alors, il y a de l'intégration à faire, parce qu'il faut remplacer les systèmes pour en avoir un seul, mais c'est une infrastructure de coût fixe sur laquelle on va traiter des volumes. Donc, il y a très clairement un énorme avantage à la taille. Donc, aujourd'hui, c'est une industrie qui a intérêt à se consolider. Et quand on regarde cette industrie, le point d'arrivée on pouvait imaginer en Europe, c'est d'avoir une plateforme de paiement européenne qui soit la combinaison de Worldline et Nexi. Un Airbus des paiements? Il y a quand même des enjeux de souveraineté derrière. Donc effectivement, c'est pas complètement aberrant. Donc aujourd'hui, il y a des entités de paiement au sein des banques. Et en fait, quand on parle du paiement, on fait un amalgame, parce qu'en fait, dans le paiement, il y a plusieurs activités. Bien sûr. Et toutes n'ont pas le même niveau de marge. Et vous avez la partie la plus margée, mais la plus risquée, qui est celle, ce qu'on appelle l'acquiring, qui est celle d'aller prendre le risque chez le commerçant, qui fait que quand vous allez payer le commerçant, la banque va vous reconnaître et elle va accepter de faire la transaction. Et ça, il y a quand même un risque de crédit. Et donc ça c'est une opération qui est plus margée. Et après, il y a l'opération juste de transaction, c'est de dire j'ai eu l'autorisation de la banque, et ça, c'est du traitement de données. C'est quasiment de l'autoroute. Et ça, c'est une opération qui est beaucoup plus sûre, mais qui est beaucoup moins margée. Et donc, en fait, et donc là-dessus, il peut y avoir, à un moment donné, des consolidations sur différents segments de marché. Sur différents segments. Je comprends. Du paiement. Et cette partie-là, parce qu'il n'y a pas de raison d'avoir plusieurs autoroutes. Je comprends. Parce que, encore une fois, cette partie autoroute, c'est très clair. Elle est déflationniste. Parce qu'en fait, plus vous avez de volume, donc on retrouve le business traditionnel de Atos. Et on comprend pourquoi Worldline vient de là. Parce qu'en fait, il était dans ce métier-là historiquement. C'était le métier d'Atos de faire de la transaction. Donc, c'est quand même un métier qui est relativement compliqué, qui s'est complexifié, et sur lequel il y a sans doute de l'intérêt à faire de la consolidation. Alors, est-ce qu'on va le faire maintenant, alors qu'on a des taux d'intérêt qui ne sont pas stabilisés? C'est toute la question. Je pense que pour voir des transactions, il faudrait qu'on ait la certitude, ou la conviction en tout cas, qu'effectivement on a fait le point haut sur les taux, parce qu'aujourd'hui,
une opération, sauf si c'est une opération de fusion par échange d'actions, ça veut dire qu'éventuellement, il faut prendre de la dette avec le coût actuel de la dette. Donc ça peut faire réfléchir un tout petit peu. Ouais. Sur le risque cyber, c'est, dans les discussions que vous avez, je vous pose la question aussi après, Xavier, mais dans les discussions, les meetings avec les managements, les entreprises, c'est un risque qui monte. Est-ce qu'il est pris au même niveau que le risque climatique aujourd'hui, c'est-à-dire au niveau des COMEX, des conseils d'administration, c'est très clairement ou est-ce que c'est encore le directeur des services informatiques qui s'en occupe tout seul dans son coin? C'est très clairement un risque qui est évoqué. C'est un risque aujourd'hui qui est évoqué dans les boards. Aujourd'hui, il y a quelques acteurs qui sont... et d'ailleurs, c'est bien pour ça que Atos aiguise encore les appétits, parce qu'il y a cette division cyber. Donc, c'est un risque aujourd'hui qui est réel. Là, la vraie surprise, si je peux dire, c'est que c'est un risque qui était latent, dont on parlait. Il commence à être chiffré. Mais que là, on commence à le chiffrer. Oui, on met des chiffres dessus. Et que 130 millions d'euros de contrat. Et que là, voilà. Mais qu'en réalité, et c'est ça qui explique pourquoi on baisse de 60%, c'est qu'en réalité, on a ouvert la boîte. C'est peut-être que le début. Mais c'est peut-être que le début. Et en fait, aujourd'hui, le marché, ce qu'il veut vraiment, entre guillemets, éviter, c'est l'incertitude. On ne sait pas chiffrer, on s'en va. Qu'est-ce qu'on retient des premières publications de résultats en général, Xavier, au-delà du crash de Worldline aujourd'hui? Quels sont les secteurs clés que vous surveillez, qui peuvent apporter des enseignements un peu génériques même pour l'ensemble du marché aujourd'hui là? Ce qu'on constate sur les publications en Europe, alors je ne vais pas les derniers chiffres consolidés parce qu'il y a pas mal de publications. Oui, on est en plein dedans. Là. Mais globalement, c'est un peu en dessous des attentes. C'est en gros moins 3% en dessous des attentes. Si on enlève les financières qui ont plutôt bien publié, on est plutôt aux alentours de moins 5% par rapport aux attentes. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder un peu le ratio entre les déceptions, c'est-à-dire des publications qui sont en dessous des attentes, et les bonnes surprises, c'est-à-dire des publications qui sont au-dessus. Et on a un ratio où on a quasiment 30% des sociétés qui ont déjà publié, qui ont déçu, qui ont publié en dessous de ce que le marché attendait, et simplement 19% au-dessus. Et ça faisait très longtemps, je crois que c'est depuis 2015 qu'on n'avait pas vu un ratio inversé comme cela. Et ce qui est intéressant, c'est ce que vous aviez dit, c'est les réactions qui sont effectivement très fortes, mais à la hausse comme à la baisse. Parce qu'effectivement, on peut avoir des titres qui baissent de 40 ou 60%, on l'a vu. Mais Dassault Systèmes qui prend 7%, c'est quand même très gros. Et il faut pas mal de gens pour bouger ça, bien sûr. Si on regarde maintenant qui dit publication dit bénéfices par action. Les attentes des bénéfices par action pour l'année 2023, c'est en gros 1%. En Europe En Europe, donc c'est quasiment fait. C'est plus élevé l'année prochaine, c'est aux alentours de 7%. Et aux États-Unis, c'est environ 5%. Alors on a un différentiel de valorisation aussi, puisque la valorisation du marché européen est en dessous des 12 fois, quand on est quasiment à 18 fois aux États-Unis. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que je pense que on attendait finalement, depuis un certain nombre de trimestres, le mauvais trimestre, où on va avoir un reset, où on va remettre finalement les choses à plat en termes de normalisation de croissance, de normalisation des marges. Finalement, ça faisait un certain nombre de trimestres qu'on l'attendait et que ça ne venait pas. Donc là, on arrive... Alors, cette fois, c'est le bon. Dans un environnement qui est compliqué au niveau des taux, qui est compliqué au niveau de la macro, mais on est en train d'effacer les sujets. C'est toujours compliqué encore de pouvoir lire les résultats des entreprises avec des niveaux d'inflation qui étaient encore un peu élevés, avec des taux qui étaient... Donc là, je pense que c'est l'occasion aussi de mettre pas mal de choses, à plat. C'est le grand message d'un LVMH quand il nous dit ça a été les années folles pendant 3 ans, on avait des croissances organiques à 2 chiffres, parfois jusqu'à 20%. Là, on revient. Alors c'est high single digit, c'est du 9% de croissance organique. C'est ce qu'on a tous connu dans le monde d'avant. Et c'est la normalité d'un groupe comme LVMH aujourd'hui. Et c'est très bien. On normalise les croissances, on normalise les taux. Les taux à zéro, c'était normal, on normalise les taux, on normalise aussi un niveau d'inflation. Donc on revient et c'est la période de flottement où finalement on ne voit pas très bien où on en est aujourd'hui. Mais il faut se rendre compte que les 50 points de base, les derniers qu'on a pris sur la hausse des taux long US de 4,5 à 5%, c'est celle qui a fait le plus mal au marché. Alors qu'on est passé de quasiment de 1,5 à 4,5. Donc c'est vraiment ce bout-là qui fait peur, parce qu'il mais il faut...
Remettre les choses à plat, se concentrer encore une fois, et c'est ce qu'on disait la dernière fois, sur des valeurs qui ont un très bon positionnement et sur les valeurs qui exécutent très bien. On parlait de Dassault Systèmes, c'est encore une très bonne exécution, c'est un produit à très forte valeur ajoutée, il y a du pricing power, c'est indispensable pour les métiers auxquels il s'adresse. Et donc il faut se concentrer sur ces sociétés-là, d'autant que c'est des valorisations plus raisonnables aujourd'hui, qui ont plutôt baissé de 15 à 20% sur certaines sociétés de très bonne qualité. Donc même dans un monde de taux élevés, vous dites qu'il y a des valeurs boursières, parce que c'est la question que je vais poser juste après. Action versus taux, quoi. C'est un peu le match macro du moment en termes de classe d'actifs, j'entends. Mais on trouve quand même des valeurs boursières qui sont capables de performer dans un monde de taux élevés ou normalisés. Bien sûr, c'est les valeurs de qualité, de croissance et d'exécution. Qui ont cette capacité à maintenir leur marge, qui ont cette capacité à gagner des parts de marché. Et puis il y a d'autres secteurs aussi qui sont normalement défensifs, comme le secteur des spiritueux qui a beaucoup souffert et beaucoup baissé. Ça fait des points d'entrée qui sont très intéressants pour construire un portefeuille à moyen long terme sur des sociétés de qualité avec un risque limité. Je ne vous parle pas d'essayer de prendre un pari sur Worldline. C'est des sociétés qui exécutent parfaitement leur copie depuis des années et qui seront encore là dans 10 ans. Il y a eu une belle réaction sur Pernod d'ailleurs, le jour de la publication. Je crois que ça a plutôt bien réagi, mais c'est des titres qui ont passablement souffert. D'un point de vue d'allocation d'actifs, oui, action versus taux. Alain. Alors, il y a match ou pas? Oui. Alors oui, plutôt, parce qu'en fait, je dirais que c'est encore une fois une question d'horizon et de risque, etc. Enfin bon, on va pas revenir là-dessus, mais je pense que on en est... Et ce qui se passe sur les résultats aussi, je trouve que c'est un moment charnière qu'en fait. Parce que soit on casse vraiment ces niveaux-là, enfin, faut être clair, c'est le point clé, c'est les 5% américains. Si il n'y a pas si longtemps que ça, Diamond disait on n'est pas prêt pour un monde à 7%. Ce qui est vrai, c'est que si on va à 7%, effectivement, le dernier il a fait très mal, là, le 4,5-5 il fait très mal, parce qu'en même temps, il y a une réduction du bilan des banques centrales, ce qui fait très mal, ce qui fait 2 fois mal, en fait. Donc si on avait ce décalage, si on continuait à avoir, et dans le discours de Powell, il y a quand même ce risque inflationniste qui est toujours là. Donc, la Banque d'Australie ce matin nous dit que l'inflation est trop chaude et qu'il y a peut-être encore une hausse de taux. La Banque du Canada nous dit qu'elle n'est pas du tout confiante sur le retour de l'inflation à 2%. Donc ça milite pas pour un match quel qu'il soit, parce qu'en fait, ça veut dire que... On peut encore perdre des deux côtés. On peut perdre des deux côtés, oui. C'est-à-dire que si les taux passent de 5 à 7, avec des spreads qui s'écartent, parce que pour le moment, les spreads... donc moins vous avez qualité, et là, aujourd'hui, c'est resté à peu près... il n'y a pas eu ce décalage de spread à la hauteur du mouvement. Vous l'évoquiez ce matin dans un tweet que j'ai vu sur les marchés émergents, où on se retrouve avec une dette émergente qui se paye au prix de la dette américaine. Donc, tout ça, c'est pas encore recalé. Donc, il n'y a plus d'extra rendement pour la dette émergente par rapport à la dette américaine aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le match, je pense qu'il faut faire attention à ce match-là. Par contre, et moi, je rejoins ce qui vient d'être dit sur le long terme. Moi, je pense que sur le long terme, il faut repenser son positionnement equity, ça c'est probable. Pour la raison, je vais en revenir 2 secondes après, il faut repenser son positionnement equity parce qu'il y a beaucoup de choses à faire sur les actions avec des performances qui seront largement au-delà de ce qui va se passer sur les obliques. Parce que les obliques, 2 choses l'une, c'est on va rester sur un plateau comme ça pendant un moment parce que je ne vois pas les tours baisser tout de suite, même ne serait-ce qu'à 3. Enfin, ça paraît très 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 loin. Donc pas tout de suite, ou alors avec d'autres problématiques que je ne vois pas aujourd'hui. Oui, dans le cas d'un accident, quoi. Oui, ça, là-dessus. Oui, non, mais on va pas s'amuser à spéculer sur les accidents possibles. Non, mais bien sûr. On ne peut pas construire un portefeuille là-dessus. Et par contre, le côté equity, il y a quelque chose à faire. Parce que, et c'est le message, moi je trouve qu'on voit le marché en ce moment avec ces discriminations, c'est que le marché reprend son rôle. C'est-à-dire qu'on a connu une telle période de momentum où en fait il y avait des cycles de 1 an ou 2 sur des secteurs, etc. Et tous les secteurs, toutes les valeurs d'un secteur montaient. Là, on se retrouve avec, il y a des différences entre LVMH et Kering, il y a des différences dans les 7 mercenaires de la tech américaine. Magnifique. Il y a des choses... Il y a des différences parce que les business sont différents, parce que il y en a qui sont sur des vraies thématiques de croissance bien gérées. Moi, je crois que ce qui se passe sur Microsoft, il faut vraiment le regarder. C'est très intéressant ce qui se passe sur Microsoft. On parle souvent de la productivité. Eux, ils inventent la productivité au sein de la boîte. C'est quand même un truc qui est génial. Et ils ont leur clientèle. Je crois que sur les 500 plus grosses valeurs américaines, ils ont 70% dans leur clientèle, quelque chose comme ça. Donc, ces gens-là exécutent soit un business
qui se développent ont pris un train d'avance sur l'IA générative, etc. Donc voilà, et je pense que le marché va rediscriminer comme il n'a pas discriminé depuis un moment. Alors, je ne suis pas en train de vous faire l'article sur la gestion active versus passive, c'est pas la question. Non, parce que c'est trop compliqué. Mais il y a des thématiques qui vont et des valeurs qui vont être plus performantes que d'autres. Si, il y a quand même toujours cette même histoire de plusieurs marchés. Alors là, j'ai mis les chiffres à jour, mais je sais que vous aimez bien ces histoires de concentration aussi, Gilles. Donc, il y a les actions américaines et le reste du monde. Et au sein des marchés américains, il y a les 7 magnifiques, ou le top 10 ou le top 50. Et puis après, il y a les 1500 valeurs du Russell 2000 qui font rien, qui sont à la cave et dont plus personne ne veut. Juste, actions US, c'est 61% du MSCI All Country World Index, donc plusieurs milliers de valeurs dans le MSCI Monde. Nouveau record, c'était 50% il y a 10 ans, l'emprise des valeurs américaines au sein du MSCI Monde. Les 10 plus grosses market cap, c'est 19% de l'indice contre 8% il y a 10 ans. Et en matière de valorisation, les actions non américaines se traitent avec une décote de valorisation de 30%. Donc le reste du monde se traite avec une décote de valorisation de 30% par rapport au S&P 500. À part les actions américaines. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit on pensait qu'on était sorti du 50 Nifty dont on parlait il y a quelques temps, et en fait on s'aperçoit qu'on l'a recréé. Donc aujourd'hui, et ces sociétés-là sont pas... Rappelez-nous, 50 Nifty, c'était les valeurs que tout gérant de portefeuille dans les années 70 se devait d'avoir, parce que c'était incontournable et on était sûr de ne pas perdre. À un moment donné, elles avaient accumulé une telle prime de valorisation, c'est que malgré des résultats qu'on continue à accroître sur la deuxième partie des années 70, en réalité, on a des sociétés qui ont sous-performé sur toute la deuxième partie des années 70. À l'époque, c'était IBM, c'était Polaroid, c'était Kodak, c'était des choses comme ça. Mais donc, ces phénomènes de concentration, ils ont pu exister. Aujourd'hui, ils sont en plus, je pense, amplifiés par l'évolution des modes de gestion avec les ETF, voilà. Donc, moi, j'aurais tendance à pas vouloir complètement repousser ça de la main, parce que je pense que dans ces valeurs-là, il y a quand même des modèles où, avec en plus la technologie, on a des modèles avec des leviers opérationnels très forts, ou avec des rendements marginaux croissants, ce qui est quand même assez hallucinant, et ça, on ne l'avait pas avant. Mais ce qui me fait penser aussi que, et ça c'était une marotte dont on parlait il y a quelques temps, on n'en parlait plus, et ça revient, c'est que on a le risque de réglementation qui est en train de revenir. On le voit sur Amazon ces jours-ci. Et Google aussi. Google, c'est un procès historique qui se joue en ce moment aux États-Unis. Oui, c'est ça, c'est Google. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc on a quand même ces risques-là. Et quand les sociétés deviennent trop puissantes, je pense que la question va se reposer. Donc maintenant, voilà, c'est une réalité, il ne faut pas l'ignorer. Mais ça veut dire qu'il y a 90% du marché... Et dans lequel on peut faire des choses. Choses. Après, on en revient. C'est impossible de se dire qu'il n'y a pas des bonnes affaires dans le 90% du marché qui est à la cave. Après, ce qui est terrible, c'est que les gérants et un certain nombre de clients, en fait, aujourd'hui, le débat en fait entre gestion active et gestion passive, c'est un débat sur l'horizon d'investissement. C'est est-ce que je suis là pour gagner de l'argent à 3-5 ans, et auquel cas je rejoins tout à fait ce qui a été dit, c'est de dire effectivement il faut acheter Dassault, LVMH, ces sociétés de qualité qui savent exécuter. Si c'est ça le discours pour 3-5 ans ou 5-10 ans, sans problème. Si le sujet c'est est-ce que ça a performé à 1 an, malheureusement, c'est pas sûr, parce que si effectivement les taux vont à 6, c'est des sociétés qui présentent encore une prime par rapport à leur moyenne historique et qui réagissent au taux. Donc la question de l'horizon d'investissement, elle est fondamentale. Et on ne peut pas s'en extraire. Une fois qu'on a dit ça, si on regarde à plus court terme et on se dit arbitrage, taux action, je pense que, encore une fois, si c'est pour faire ce qu'on appelle du buy and hold, les taux aujourd'hui à 5%, ça peut avoir le coup d'avoir du 5%. Oui, buy and hold, oui. En buy and hold, effectivement, mais ça veut dire... Ça veut dire qu'effectivement, il ne faut pas vouloir traiter. Il se dit, voilà, j'ai 5% garantie, et c'est ce qu'on voit se développer. On voit un certain nombre de fonds à maturité qui se développent. C'est exactement l'idée. Et je pense que ça, c'est très bien. Sur les actions, on a des choses qui peuvent être un peu similaires. Je pense, on a déjà parlé des actions qui sont des actifs régulés. Je pense au réseau notamment, où là, on a de la croissance des bases d'actifs qui sont liées à des investissements qui peuvent être faits. On a besoin de reconstruire. Il y avait encore un article dans les Échos cette semaine. Le montant qu'on doit dépenser aujourd'hui dans les réseaux électriques, c'est autant que ce qui a été fait depuis la création des réseaux électriques.
ces investissements ne seront faits. 1 euro dans l'énergie renouvelable, c'est 1 euro dans le réseau. Il faut mettre 1 euro dans le réseau Ces à côté. investissements ne seront faits que s'ils ont un retour sur investissement garanti. Alors là, il faut être un peu prudent parce que suivant les réglementations auxquelles vous êtes exposés, il peut y avoir des différences. De façon surprenante ou pas, la réglementation italienne est aujourd'hui très favorable, à la différence de la réglementation espagnole. Et la réglementation allemande est en train de se dessiner ces jours-ci. Elle était généralement un peu moins favorable. Et donc, je pense que ces actifs-là peuvent être intéressants. Après, l'actif, moi, qui me semble intéressant parce qu'on vient de passer une période de normalisation, c'est la pharmacie qui a fortement dirété, qui retrouve des niveaux de valorisation qui sont proches de ceux du marché, alors que historiquement, c'est plutôt défensif. Et en fait, la pharmacie a payé cette extra-croissance qui a été liée au Covid. On est en train de sortir de cette période-là, on est en train de normaliser la croissance et on a des niveaux de valorisation qui redeviennent intéressants. Donc nous, aujourd'hui, c'est des choses qu'on va regarder. Mais comme je vous le disais précédemment, à court terme dans les actions, on va essayer de trouver ces sociétés, pas forcément de croissance à prix raisonnable, parce que de croissance à prix raisonnable, ou en tout cas de visibilité à prix raisonnable. Au-delà des grandes, des belles valeurs, il y a aussi tout l'univers des petites et moyennes capitalisations boursières. Bon, on le raconte ici en permanence, donc je ne veux pas mettre plus d'emphase qu'il n'en faut sur le sujet, mais c'est quand même un gouffre. Enfin, j'ai repris l'indice CAC Small, qui était déjà déserté depuis des années. Depuis fin août, le plongeon est vertigineux encore. Il y a encore 130 millions de sorties au mois de septembre sur les fonds petites capitalisations françaises. Tous ceux qui voulaient sortir ne sont pas encore sortis. On est quasiment à 1 milliard de sorties sur l'année, depuis le début de l'année 2023. Très récemment, ce qu'on a vu sur l'accélération de la baisse, c'est qu'il y a eu des clôtures de fonds. C'est-à-dire que plus les encours baissent, il y a un moment où certaines sociétés ont décidé de fermer leurs fonds. Il y a eu aussi quelques mouvements de gérants qui sont partis d'une société à une autre et la société a décidé de fermer la stratégie. Donc ça évidemment... s'appelle une capitulation, Xavier. Les niveaux de valorisation aujourd'hui, on est à moins de 11 fois les bénéfices par action. S'il n'y a plus de fonds small cap et si les CGP... dans les allocs, il n'y a plus un pet de small cap chez les CGP, j'imagine. Il en reste encore, puisque ça sort. Mais je suis d'accord, mais plus... Alors, c'est l'éternel débat où effectivement c'est un secteur qui s'est toujours payé une prime par rapport à l'article. Oui, on a déjà tout dit dessus. En décote, mais... Il y a des choses aujourd'hui, des petites sociétés qui ont des très bons business, qui génèrent du cash, qui ne sont pas endettés, qui ont des niveaux de ROCE, de retour sur capital employé qui sont élevés. Donc il y a aussi des affaires à faire. Mais au-delà de on ne peut pas lutter contre les flux. Non, bien sûr. C'est impossible. En plus, dans un marché, ça a été parfaitement rappelé, où le volume est quand même faible, donc encore plus sur ces valeurs-là. Je dirais plus structurellement, on constate une surperformance de la value aujourd'hui. En Europe. En Europe, depuis aux États-Unis, c'est l'inverse. Depuis le début de l'année 2021, c'est ça, 30% de croissance quand les valeurs croissance ont fait 2 fois moins. Et là, on est plutôt dans un environnement qui est favorable dans ce sens-là, où on a une valorisation qui est quasiment à son plus bas historique, et on a des attentes sur les bénéfices par action qui sont très faible. D'accord. Ça veut dire aussi que déception sur les valeurs de croissance, et je pense que Worldline en est le parfait exemple, c'est que la sanction, c'est radical. Là, sur le secteur value, et où on retrouve l'énergie, on retrouve l'automobile, on retrouve les banques, on a des niveaux d'attente de bénéfices par action qui sont assez limités avec une valorisation faible. Donc ça veut dire que le risk-reward, entre guillemets, ou le rendement risque est assez limité et intéressant. Je ne serais pas surpris qu'on voit arriver à nouveau des fonds sur les small caps, qui soient des fonds fermés. Parce qu'en réalité, c'est le propre de la gestion active, ça doit être le temps. Et vouloir comparer la gestion passive et la gestion active, en fait, il faut imposer un horizon de temps. Alors c'est ça. En fait, c'est ça. En fait, le débat, il est. J'entendais tout à l'heure, c'était presque ça sur les infrastructures. En fait, c'est-à-dire que, en fait, le débat, il n'est pas gestion active versus gestion passive, il est gestion passive versus private equity, fonds fermés, fonds d'infrastructure, où on se donne le temps qu'il faut et où on n'a pas besoin de communiquer toutes les semaines sur les pertes, sur les retours sur investissement, etc. Et d'ailleurs, Moneta a lancé un fonds fermé. Un fonds fermé qui, je trouve, a du sens. C'est-à-dire qu'on achète le gérant et on lui dit... C'est le deuxième. C'est le deuxième. Oui, ils avaient déjà un fonds fermé. Et je trouve c'est intéressant comme démarche parce que moi, j'ai en tête des périodes où les clients, ils investissent le vendredi, on investit réellement le mardi et le mercredi,
le fonds il fait 0,50 alors que le CAC a fait 2,5, ils comprennent pas quoi. Ouais. Donc ça, on peut pas être en compétition en gestion active avec ce genre de trucs. Ce qu'il faut, c'est se donner effectivement du temps, être sur des thématiques autour de ça, peut-être, hein, c'est-à-dire de dire voilà, je suis dans le monde des paiements et je pense que le private equity sur sur ce genre d'investissement va arriver. D'autant qu'on a toujours une décote de liquidité aujourd'hui, même si les valos du monde privé s'ajustent au fur et à mesure. C'est difficile d'avoir des chiffres globaux, mais il y a toujours une décote pour les marchés cotés boursiers, ce qui historiquement est quand même le monde à l'envers, quoi. Du reste, c'est ce qu'on avait vu en 2009. Hein. Quand le marché était parti complètement, s'était complètement désagrégé, on avait vu fleurir les fonds fermés. Ouais. Et ce qui fait beaucoup de sens pour les plus petites capitalisations, parce que le sujet, c'est de gérer son passif et de la liquidité. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Alain Pitous, Senior Advisor ESG, Xavier de Buren, directeur des investissements chez OTA Capital, et Gilles Guibout, responsable des actions européennes d'AXA IM.